Donc, pour situer un petit peu pourquoi je me pose cette question-là, moi je réalise des études couleurs pour des communes. Et donc, dans ce cadre-là, bon, évidemment, on nous demande des palettes. Et l'idée générale, c'est ce que je trouve intéressant de faire, c'est de relier les questions de couleur aux questions de technique, de ne pas déconnecter les deux. Ce qui n'est pas forcément, malheureusement, enfin, ça doit vous paraître évident parce que en étant à l'école, vous connaissez tout ça, les techniques et la relation entre les deux. Mais ce n'est pas malheureusement évident pour les décideurs en général, les élus. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'à l'arrivée, les couleurs que l'on restitue dans des palettes sont complètement déconnectées de la réalité de ce qu'on a relevé. Alors, à l'évidence, bon, quand on a des sites, j'ai pris exprès 2 photos en Italie, elles ne proviennent que des pierres, de la terre. Bon, là, il y a peut-être des enduits, bon, je ne sais pas, mais enfin là, a priori, il n'y a même pas d'enduits. Et s'il y a des enduits, de toute façon, c'est des couleurs de sable ou de sable terreux que l'on observe dans ces sites-là. Donc on est dans des situations là où on imagine bien que si on veut faire une palette à partir de ça, en tirer des tons, des couleurs que l'on va transposer dans une autre technique, peu importe la façon de représenter cette couleur-là, l'aquarelle ou j'en sais rien, peu importe, qui en plus des fois sont imprimées après, on sent bien qu'il n'y a plus aucun rapport entre la palette, même si on suppose qu'elle a été bien faite et qu'à l'arrivée on a une couleur qui effectivement soit proche de ce qu'on a observé. On comprend bien qu'à partir du moment où on a oublié la technique et les matériaux qui participaient au paysage en fait, hein, de ces villages-là, le fait de changer de matière, d'oublier la matière plutôt, fait que la palette n'a plus de sens du tout. Et pire que ça devient même un alibi pour faire n'importe quoi, puisqu'il y a une palette en mairie, les gens y vont, ils prennent un nuancier, ils copient soigneusement la couleur en question, et on imagine que des teintes comme ça, si on en fait des enduits peints ou des enduits industriels, ça n'a plus de sens, quoi. Donc ça c'est la première, alors c'est ce qu'on appelle en général les couleurs dans l'environnement, dans le sens où il y a des sites comme ça où les couleurs ne proviennent que des matériaux de l'environnement. Alors, bon, la première question, c'est peut-être de se dire, bon, effectivement, pourquoi alors, ce que je propose, en fait, c'est de vous montrer des techniques qui permettent de remettre ces couleurs de terre sur les façades. Et on peut se dire, bon, d'accord, mais pourquoi faire ça? Alors, j'ai essayé de lister un petit peu, peut-être qu'on pourra. Alors, d'une part, parce qu'on se rend bien compte, quand on observe ces teintes-là, qu'elles sont absolument inimitables, dans le sens où on ne peut pas les réduire, justement, à une couleur. Il y a encore moins une couleur d'enduit pré-emploi, par exemple, qui sont beaucoup trop à plat, ou une peinture organique. J'ai mis des nuances qui échappent à la raison, dans le sens aussi où on a toujours, quand on a une approche des couleurs, en général, un raisonnement, enfin toute une démarche comme ça, plus intellectuelle, et qu'elle soit bonne ou pas, peu importe, mais on passe par l'intellect. Alors que là, on a des choses qui s'imposent par leur qualité, et après, je dirais, quelle que soit la façon dont on les explique, ce qui compte, c'est comment on va, la question qu'on peut se poser, c'est comment on va arriver à maintenir cette qualité que l'on perçoit dans les nouvelles réalisations que l'on va faire, et ne pas perdre justement tout ce qui fait cette qualité et qui dépasse la notion de couleur, évidemment, puisqu'il y a les matières, il y a les variations des matériaux, des choses à la fois évidentes, mais peut-être pas tant que ça, puisque de fait, dans les nouvelles réalisations, en général, ça disparaît complètement, quoi. Alors, il y a aussi le fait que ces couleurs donc, sont forcément déjà perçues dans l'environnement, et donc elles font partie de la culture locale, hein. C'est pas que les choses qui s'imposent comme ça, un peu artificiellement, c'est absolument pas artificiel, justement. Et un argument aussi que je pense important, c'est que ce sont des couleurs qui, quand on les remet sur les façades, valorisent complètement le savoir-faire, puisque c'est pas un façadier qui va être capable de remettre ces couleurs-là sur les façades, c'est des personnes qui, comme les élèves de l'école, seront capables d'analyser ce qu'ils voient déjà, comment se décompose la couleur. On va voir après des traces de couleurs sur des façades anciennes. Comment vous pourrez donc décomposer ce qui fait l'aspect que vous voyez, et vous saurez le recomposer également. Oui. Voilà. Donc vous saurez le recomposer puisque vous aurez analysé tout ce qui participait à l'aspect que vous voyez. Donc, du coup, donc ça valorise du coup ce savoir-faire, et c'est par la raison principale, mais enfin, c'est important quand même, ça permet vraiment de faire une coupure entre ceux qui font du standard et ceux qui sont capables de faire mieux. Alors, c'est un peu la même idée, hein, le fait de dire ça échappe au nuancier, c'est parce que de toute façon, dès qu'on est passé au nuancier, en gros, la qualité de ce qu'on perçoit quand il y a des œuvres de qualité et qui ont des couleurs, effectivement, mais si on les réduit à la notion de couleur, c'est très pauvre, quoi. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est perdu, qui est important.
Alors, on peut aussi lister ce qui éventuellement peut poser problème, plus ou moins. Bon, le fait qu'il faut du temps, évidemment, il faut repérer des terres, il faut les ramasser, il faut les préparer. Ceci dit, c'est aussi un plaisir, hein, d'une certaine façon. C'est plutôt moins embêtant que d'aller prendre sa voiture et chercher des pigments chez les marchands de matériaux du coin. Donc des films colorants à extraire, donc ça veut dire qu'il faut qu'on les a ramassés, il y a effectivement un petit travail à faire avant de pouvoir utiliser ces couleurs de terre qu'on a ramassées. Alors, c'est vrai qu'après, bon, ça c'est aussi cette partie du savoir-faire, c'est le fait qu'on va faire quelques petites analyses rapidement quand on prélèvera les terres pour vérifier qu'elles soient assez colorantes, puisque la partie colorante ce sont les fines. Les fines, bon, la définition technique c'est de 80 microns, mais disons en dessous du centième de millimètre. Et on se rend bien compte que certaines terres comme ça qu'on ramasse des fois ne sont composées non pas de fines mais que de très petits grains de sable. Et quand on les utilise, si on veut les utiliser pour teinter un enduit ou en patine, ça ne marche pas, quoi, parce que en fait ces petits grains, bon, ils vont être perdus dans la masse et ils ne vont pas du tout avoir un pouvoir teintant. Donc il y a une petite, comme ça, des habitudes à prendre. Alors, le fait que ce soit irrégulier, bon, c'est aussi ce qui fait leur qualité, mais ça suppose évidemment de prendre quelques précautions, c'est-à-dire que quand on doit traiter une façade, ben, de préparer l'ensemble des pigments qu'on va pouvoir récupérer pour pouvoir les appliquer d'une seule fois. Après, il y a des questions de dosage selon les formules qu'on utilise, etc. Et puis, hop. Bon, hors des TU, bon, c'est juste pour signaler qu'effectivement, on est un peu hors des normes. Donc, il faut voir, hein, quand c'est en patine, c'est pas forcément grave, puisque ça ne modifie pas la tenue de l'enduit lui-même. Quand on met des terres, effectivement, à la place d'une partie des charges, effectivement, il y a des précautions à prendre, puis on est sûrement hors des TU de toute façon. Mais bon, ça dépend sur quoi on intervient. Quand on est sur du patrimoine de qualité, on ne nous demande pas forcément de faire des choses qui soient strictement dans le DTU. Alors, l'autre famille de couleurs que l'on peut avoir sur les façades, c'est des couleurs, moi j'ai baptisé ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'appelle ça par opposition aux couleurs de l'environnement, des couleurs choisies, dans le sens où les autres, elles résultaient du choix de matériaux et de techniques, et il y avait un résultat. Et là, c'est des couleurs, bon, on sent bien que là, forcément, on a choisi des pigments, on a décidé d'un motif, etc. Et par contre, j'ai pris 2 photos italiennes pour aussi illustrer le fait qu'on a toujours dans la tête le cliché, en Italie, il y a des couleurs. Et la photo d'avant, vous avez vu qu'il n'y en avait pas dans le sens de couleurs rapportées, quoi, hein, volontaires, très expressives. Et en fait, on se rend compte que, là c'est sur la côte amalfitaine, on se rend compte qu'en fait, à quelques kilomètres près, on peut avoir des sites qui sont très colorés, avec beaucoup de décors, trompe-l'œil et tout, et puis à quelques kilomètres, un peu en recul, dans la campagne, d'autres villes, très belles quand même, évidemment, et qui n'ont pas du tout de couleur ni de tradition de trompe-l'œil. Donc ce cliché de couleur de l'Italie, forcément colorée, c'est pas non plus aussi simple que ça. Alors, donc en résumé, couleur d'environnement et couleur choisie, ces 2 familles-là. Donc on va avoir au niveau technique les couleurs d'environnement, donc on va avoir différentes façons de les avoir, soit en teinte en masse par un sable local, par un sable local terreux. C'était pas, il faut toujours se dire qu'aujourd'hui, nous, on est obligé d'avoir quand même malgré tout une démarche intellectuelle, mais de fait, ils avaient ces couleurs-là, non pas parce qu'ils voulaient des couleurs terre, mais parce qu'ils avaient un sable le plus près, il était éventuellement terreux, et du coup ça donnait cette couleur-là. C'était pas une démarche de recherche, ils ne faisaient pas des patines volontaires par exemple, alors qu'on les fera aujourd'hui. Donc forcément il y a quand même un décalage entre ce qui se faisait et ce que l'on fera, mais bon après c'est à décider, des questions de déontologie disons, les choix. Il y a également donc, dans les choses qu'on observe ce qu'on appelle des patines éoliennes, c'est-à-dire le fait qu'un enduit a été fait, qui était peut-être d'ailleurs au début relativement choquant par rapport à l'idée que l'on a d'enduit fait par les matériaux naturels, etc. Bon, peut-être qu'avec la chaux, il était très blanc, mais dans le temps, il a pu prendre des patines, des fines, des terres environnantes, qui se sont déposées de fait sur les façades, et qui ont donné des tons comme ça, des nuances. Et moi, ça m'est arrivé quelquefois, même en étant à 1 mètre de la façade, je jurais que c'était en terre. Et en fait, dès qu'on gratte un petit peu, on se rend compte que derrière, il y a vraiment un enduit de chaux et de blanc, quoi, hein, et de sable. Il n'y a pas du tout de terre. En fait, c'est la patine naturelle qui s'est faite qui a complètement maquillé la façade, qui au début, aujourd'hui, serait considérée comme choquante parce qu'elle était blanche, quoi. Après, dans les couleurs choisies, bon, effectivement, il y a tout ce qui est badigeon de chaux, puisque c'est un petit peu une des techniques, enfin, moi je travaille beaucoup sur le Crocillon, les premières couleurs choisies, c'est forcément des badigeons de chaux chez nous, et donc, bon, voilà, c'est là où on a commencé à mettre des pigments qu'on avait achetés dans des badigeons et qu'on a coloré volontairement des façades. Après, aujourd'hui, on a d'autres façons de faire, il y a évidemment les teintes fresco,
teintes à fresco, et puis les teintes en masse. Donc aujourd'hui, on peut quand même aussi utiliser les sables du commerce. Alors bon, là je ne sais pas si c'est trop lisible pour les personnes qui sont loin, mais bon, je passe en résumé. L'idée c'est de dire, bon, on commence par quoi? On commence par des palettes, et l'idée c'est de garder ces palettes, ces couleurs par technique. Donc d'une certaine façon, moi j'appelle ça restituer les racines de la couleur, c'est-à-dire surtout ne pas les oublier, quoi. Puisque là, en général les palettes font qu'on les oublie. Après, on relève donc ces couleurs de l'environnement. La question c'est comment je les relève. Ben, je ne les relève pas avec un nuancier, je les relève en prélevant des matériaux, forcément. Des pierres, des sables, des terres. Après, on prépare les matériaux qu'on a prélevés. Et la démarche, moi, que j'utilise et que je trouve bon, qui peut se défendre, sinon je ne le proposerai pas, c'est le fait qu'avec ces matériaux réels du terrain, on peut faire des échantillonnages qui éventuellement serviront de modèle pour faire les vraies façades à partir des matériaux du commerce. Et il y a des étapes comme ça. Et donc on observe, on décortique ce qu'on voit, on ramasse des matériaux, on contre-type avec les vrais matériaux, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit d'en prendre des quantités pour faire des vraies façades, et après on se sert en gros, on remet en évidence les références, et à partir de ces références, on cherche des solutions avec les matériaux du commerce pour retrouver quelque chose qui s'en approche le plus possible, et surtout en n'ayant pas oublié d'où ça vient. Alors, donc parmi les solutions, il y a évidemment tout ce qui est, on va voir après, teinte en surface à fresque, donc sur définition talochée, sur définition fouettée au balai, sur définition graissée. Et puis il y a tout ce qui est teinte en surface à sec, donc badigeron et stuc, bon, j'ai des exemples là-dessus. Et puis teinte en masse, évidemment, par des sables, et puis éventuellement des sables dans lesquels on rajoute des terres. Alors, donc, première étape, comme je vous disais, c'est quand on est sur le terrain, comme ça, de regarder ce que l'on a sous les yeux qui peut servir de référence. Entre parenthèses, des façades comme ça, bon, le fait qu'elle est en ruine, quand on se rend compte que l'enduit, là dans ce cas-là, c'est quasiment un enduit à la terre, hein, je ne sais plus si les points blancs c'est de la chaux, mais si c'est de la chaux, de toute façon, il y en a tellement peu que c'est un peu comme s'il n'y en avait pas. Et on se dit, bon, malgré tout, même si c'est de la terre, ça a tenu, quoi. J'ai oublié de préciser une chose aussi, c'est que je n'aborde pas le fait de travailler sur des murs en terre ou de faire des enduits à la terre. Je me pose un peu la question différemment, c'est-à-dire plutôt sur les techniques les plus fréquentes, c'est-à-dire les enduits à la chaux, comment je peux ramener des couleurs terre. Puisque dès qu'on est sur la logique bâti en terre et enduit à la terre, bon, ben, ça a sa propre logique. La plus importante, évidemment, c'est la compatibilité avec le support d'abord. Puis c'est toute une autre. Il faut aussi que les conditions, comme on l'a vu hier, le chapeau et les bottes existent pour que ça marche. Donc voilà, donc c'est pas cette problématique-là que je me propose de traiter. Donc, alors, le fait que ce soit des couleurs d'environnement aussi, on peut remarquer que ça ne veut pas dire forcément que la couleur en question se fond avec le paysage. Hein. Là, on voit que c'est pas la même chose. Mais bon, ceci dit, en général, c'est rare que ça pose problème pour autant, quoi. Donc tout ça, quand on relève donc, ces techniques, en fait, en même temps que les couleurs, puisque là, je ne relève pas tant des couleurs que le couleur étant le résultat final, quoi, que des matériaux, que des techniques. Là, bon, dans ce cas-là, on avait la terre qui était au pied de la bâtisse qu'on a vue, et c'était évident que c'était le même matériau qui avait été ramassé et appliqué sur les murs. Donc les résultats, on le voit, dépendent non seulement de la couleur des terres, évidemment, puisqu'elles sont très différentes, du fait aussi, bon là on est sur des façades un peu à pierre vue, comme on dit, ce qui est souvent d'ailleurs une interprétation fausse, puisque souvent c'est des pierres qui sont redevenues apparentes, alors qu'à l'époque elles étaient beurrées par-dessus, comme ça, mais disons que l'enduit se décroche des parties les plus planes. Et donc on voit qu'il y a les variations, c'est pas que la couleur de la terre, c'est aussi le fait qu'on avait des salles qui étaient assez riches. Donc là c'est un autre exemple là c'est pour vous montrer différentes techniques telles qu'on les observe. Donc ce qu'on pourrait des fois appeler un enduit serré-truelle. Donc on voit à la fois qu'il ondule, qu'il est composé quand même de beaucoup de terre, et que, bon, ceci dit, il a sûrement plus d'un siècle et il est encore là, quoi. Donc c'était pas si fragile que ça. Un autre exemple, là c'était carrément sur un petit cabanon, disons une maison vraiment sans qualité, et on avait un stuc terre, on pourrait dire, et qui était fait apparemment vraiment, c'était la terre qui avait été resserrée, quoi, hein. Ce qui prouve qu'il y avait quand même un savoir-faire, et a priori pas sophistiqué, puisque c'était fait vraiment sur un bâti sans qualité. Mais bon, voilà, on utilisait le matériau local et on savait en faire des choses. Bon, ça, ce sont donc des joints, évidemment, teintés là aussi par j'allais dire en sable terreux, mais c'est presque une terre sableuse, quoi. Il y a plus de terre que de sable, avec ces petits cailloux plantés dans les joints. On le voit pas mal, c'est pas le cas, mais c'est pas là, mais on le voit pas mal vers Perpignan. Ils font ça avec des briques, et ils plantent également des bouts des tessons de briques terre cuite, hein, ou de lave noire, et ils font des fois des motifs comme ça par lit.
il en profite pour faire un effet décoratif. Et puis évidemment tout ce qui provient de la richesse des sables que l'on utilisait, qui ont disparu, qu'il faut recomposer aujourd'hui artificiellement pour y arriver. Bon là on voit bien par contre qu'il y avait de la chaux sans problème. En général quand il y a de la chaux, surtout dans les joints, on le voit nettement et la plupart du temps les joints de rodage sont à la terre. On dit toujours le bâti ancien il est bâti à chaux et à sable. Bon en fait moi je dis il est bâti à la boue, quoi, hein, point. Et puis des fois on refaisait les joints, on mettait du chaux et du sable en surface, mais les joints de rodage, quand ça m'est arrivé d'en trouver, par exemple sur un château où il y avait les moyens de payer la chaux, ils sont blancs et ils sont très durs. Donc on n'a pas besoin d'hésiter 2 heures pour savoir s'il y a de la chaux dans un joint, quoi. D'origine, je parle, un joint de rodage. Donc voilà, il y a des maisons comme ça qui sont faites avec des rejointements ou avec la terre crue, pure, donc presque des fois. Et puis là, c'était pour illustrer, pour finir cette série de traces, qu'on est donc amené à analyser, le fait que voilà, il y a toute la richesse qui vient des agrégats. On voit bien qu'il y a une richesse qui aujourd'hui on est quasiment incapable de reconstituer. Donc c'est quand même dommage parce que ça veut dire que la maison qui a cette étendue-là, bon, qui a déjà là aussi plus d'un siècle, un jour ou l'autre quelqu'un va décider que bon, il est trop vieux, on va le changer et puis ça va complètement disparaître. Donc ça c'est d'autres exemples de badigeons usés sur des enduits qui avaient aussi de la texture. Donc le badigeon s'use, mais si on fait un zoom dans les pores, on voit qu'il est encore là, il tient quand même l'enduit. Ça on avait observé d'ailleurs en faisant des études là-dessus que un badigeon n'a pas qu'un effet décoratif. On pensait au début que c'était quand même quelque chose d'assez fragile et on s'est rendu compte que les badigeons ils avaient une capacité vraiment de protéger réellement un enduit pendant 20 ans, puisque pendant qu'eux s'usent, c'est pas l'enduit qui s'use, quoi. Et le même enduit, si on ne met pas de badigeon, 20 ans après, on voit que les grains de sable, ils ont été, si on prend une loupe, ils sont à moitié déchaussés, quoi. Ils sortent complètement. Donc voilà.